Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin, Bretagne. Allez, c'est parti pour 52 minutes d'émission où l'on se mettra au vert. Honneur ce matin à de vénérables vieillards, les arbres. C'est la passion de Michael Gézégou, il est gestionnaire de forêt dans les Côtes d'Armor. Et avec deux autres mordus du domaine arboricole, ils ont réalisé un patient collectage des arbres remarquables du Finistère. Ça donne un magnifique ouvrage publié aux éditions Locus Solus avec de très jolies histoires que nous évoquerons tout à l'heure. Une belle histoire encore à la suite de ça au sommaire aujourd'hui, un jeune cycliste de 13 ans qui nous rejoindra tout à l'heure. Arthur Holker était déjà venu l'an dernier nous parler de son défi sur ce plateau. Et bien cette année, il repart. Mais cette fois-ci, il va parcourir 1000 km de Dinan à Espelette au profit de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Nous nous intéresserons aussi ce matin aux papillons. Ils sont très jolis à regarder, bien entendu, mais savez-vous qu'ils sont en danger ? Eh bien, comment les protéger ? C'est ce que nous dira Jean-David de l'association Bretagne Vivante. Et puis nous vous présenterons le festival Red Love, le premier rassemblement de France qui va célébrer les roues. Ça se passera le 25 août à Château-Giron, au sud-est de Rennes. Son organisateur, le photographe Pascal Sacleux, sera avec nous. Et enfin, nous irons nous promener à Dodane, une balade originale à tester pendant vos vacances. Tous les détails tout à l'heure avec Charlotte Clergeau, qui est l'une des rares dans le Grand Ouest à proposer ce type de balade avec un animal au caractère bien trempé. Sans oublier l'ami Billy, à qui, bien entendu, nous avons lancé un nouveau défi, tester la prévention d'une noyade en piscine, et vous verrez, c'est pas forcément évident. Côté météo, soleil fugace cet après-midi, les averses en rang dispersé se poursuivent sous un ciel encombré de cumulus. Le vent faible à modéré de secteur ouest dominant devient soutenu avec des pointes entre 40 et 50 km/h au sud. Les maximales en baisse restent proches des moyennes saisonnières, de 18 à 24 degrés de l'île de Molène à Rennes. Mais la suite, rassurez-vous, est réjouissante pour les jours à venir, ça va même chauffer. Allez, autant de bonnes raisons de rester avec nous. On attend vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne, où cette émission, vous êtes habitués maintenant, est diffusée en live. Allez, 9h50 le matin Bretagne, c'est parti, à tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à vous. On va souhaiter la bienvenue également à Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour. Tu es devenu un habitué de ce plateau désormais. Chaque année, tu viens nous voir pour un nouveau défi, on en parlera tout à l'heure. Jean-David, bienvenue à vous également. On parlera des papillons avec vous. Bonjour Pascal Sacleux. Vous, on ne vous présente plus, vous êtes déjà venu vous aussi. On parlera des roues et d'un très beau festival dont la première édition aura lieu à Château-Giron en août, au mois d'août prochain. Bonjour Michael Gézégou. Bonjour. Alors vous, votre passion, c'est les arbres. Originaire du Finistère, vous êtes gestionnaire de forêt dans les Côtes d'Armor. Vous êtes un fin connaisseur des arbres anciens et vous êtes déjà l'auteur de plusieurs livres sur le sujet. Mais le dernier s'appelle Arbres remarquables du Finistère. Et puis il est publié aux éditions Locus Solus. Ça fait plein de choses à raconter, des belles histoires que vous nous raconterez tout au long de cette émission. On vous retrouvera dans quelques instants. Allez, je vous propose de rejoindre quelqu'un à qui on a lancé un défi ce matin. Ce sera de faire une prévention de noyade en piscine. Et vous allez voir, ça n'est pas si simple. Bonjour Billy. Bonjour Laurence, bonjour à tout le monde sur le plateau. Alors aujourd'hui, je suis en charmante compagnie encore une fois. Je suis avec Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Billy. Ça va bien ? Ça va, tranquille. Alors nous sommes ici à la piscine de Dol de Bretagne, à Dolibule. Et à l'approche de l'été, on avait envie de vous montrer un petit truc. C'est-à-dire qu'on va apprendre ce matin savoir quels sont les premiers gestes à faire quand vous voyez quelqu'un en train de se noyer, que ce soit à la piscine, à la plage, au camping, partout. Voilà, exactement. Donc on va faire ce petit point ici, là. On va apprendre les premiers gestes, tout ça. Les premiers gestes classiques. Ouais. Comment est-ce qu'on détecte déjà une victime ? Voilà, comment on sent qu'elle est en danger. Voilà, okay. les premiers signes. Voilà, on est debout, on a du mal à... On regarde vers le plafond, on est vraiment à la verticale, on a les bras qui gigotent. Ok. Voilà, une personne qui ne bouge plus. Normalement, les apnées sont interdites. Oui, c'est... Déjà, tout simplement, une personne qui ne bouge plus, déjà, rien que le fait de bonjour, madame, il se réveille, tant mieux, il ne se réveille pas. Okay. Là, ça devient compliqué. Après, bon. voilà, ce sera des choses toutes simples. Et on aura quelqu'un à aller chercher dans l'eau, c'est ça ? Voilà, on va aller chercher une victime, on va la ramener sur le bord, on va montrer comment la sortir de l'eau. Ok. Et ensuite, premier geste le plus important qu'on va apprendre sera au niveau de l'arrêt cardiaque. C'est très spécifique quand on sort une victime de l'eau. Donc voilà, ce sera des choses comme ça, très simple. Alors efficace. toi, tu as fait une formation là pour être soigneur comme ça, enfin sauveteur on dit ? Alors ouais, du coup j'ai fait un BPGEF, donc c'est pour devenir maître nageur, donc c'est vraiment que maître nageur, on ne peut pas faire autre chose, ni entraîneur, donc voilà, c'est que ça.
Voilà, On apprend à côté, sauver les gens, quoi. On apprend à sauver les gens et aussi à leur apprendre à nager, Oui, donner des c'est cours important. d'aquagym, des choses comme ça. Voilà. Il n'y Ça a pas marche. que le milieu sauvetage. Donc là, on rappelle bien que moi, j'y connais rien du tout et les premiers gestes que tu vas m'apprendre, eh ben, tout le monde peut les faire chez soi, Tout le enfin, monde, ouais. à l'extérieur, dans la vie de tous les Très jours. simple, efficace et puis voilà. Bon, eh ben écoutez Laurence, j'y vais. La piscine est juste derrière, donc maintenant il faut s'y mettre. Alors moi je sais pas sauter, mais je vais aller dans l'eau. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Billy, ce qui s'appelle sauter dans le grand bain. Allez, on va se tourner maintenant vers un jeune homme qui, lui aussi, a relevé un défi comme vous, Billy. C'est un jeune briassin de 13 ans. Bonjour Arthur. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, tu étais déjà venu nous voir l'année dernière pour un premier défi que tu avais réalisé. Tu avais parcouru 625 km de Saint-Malo à Bergerac au profit de l'association Rêve de Clown. Eh bien, on propose aux téléspectateurs un petit rappel en images avec Gilles Lemorvan. Le jeune Arthur sur la ligne d'arrivée à Bergerac hier après-midi. Après 625 km de route, le voilà qui réalise son rêve, saluer les coureurs du Tour, ses idoles, et notamment ici les Bretons de la Fortunéo. Pour son papa, en revanche, le seul héros, c'est son fils. Je suis super fier de lui, il a tenu la cadence. 5 jours de vélo consécutifs, c'est pas facile. Je suis juste un papa, mais en admiration devant son fils, c'est magnifique. Les deux coéquipiers étaient partis de Saint-Malo mercredi dernier. La décision de descendre jusqu'en Dordogne avait été prise en février. Quand Arthur avait appris que cette année, la grande boucle ne serait pas si grande que cela et qu'elle ferait l'impasse sur l'ouest de l'Hexagone, son sang n'avait fait qu'un tour. Il fallait pas priver un Breton du Tour, alors du coup, quand ASO a annoncé le tracé du Tour de France, il est descendu de sa chambre, me catastrophé en me disant « Papa, cette année, le Tour de France ne passe pas en Bretagne ». Je dis non, du coup, pas de caravane publicitaire, pas tout ce qui va avec la fête ce jour-là. Donc on a été très déçus et on a décidé d'aller le voir à Bergerac. Sur la route, Arthur n'a pas pensé qu'à lui, il a couru pour la bonne cause, l'association Rêve de Clown qui vient en aide aux enfants hospitalisés et pour laquelle il aura récolté au final 2 800 €. Voilà, Arthur rassuré, cette année, le Tour de France passe par la Bretagne, tout va bien. Malgré tout, tu t'es quand même décidé à relever un nouveau défi. Mais d'abord, quel souvenir gardes-tu de ce premier défi, Arthur? J'en garde un super souvenir, c'était un moment inoubliable avec mon père et je suis très fière. Ouais, t'es très fière. Ça t'a donné le goût de l'effort, on imagine, bien sûr. 625 km, c'est pas rien. Alors, tu as décidé de repartir cet été, en juillet, à l'assaut des Pyrénées jusqu'à Espelette. Pourquoi cette fois-ci, jusque-là? Parce que c'est plus long. Oui, c'est plus long, je voulais faire un nouveau défi avec 4 chiffres et il y avait le Tour de France passe par Espelette et on s'est dit on y va à Espelette. Alors, 1000 km, c'est impressionnant. Quelles vont être les différentes étapes de ton périple? On va passer par Pontivy et puis après on va prendre les étapes comme l'année dernière. D'accord. Donc, plein d'étapes pour arriver jusqu'à Espelette. Tu t'élanceras le 17 juillet de Dinan, hein, c'est bien ça. Mais avant, il faut se préparer physiquement. C'est une préparation. Est-ce que c'est différent de la première fois? Est-ce que c'est plus intensif? Quand on fait 1000 km ou le 625, c'est pas tout à fait pareil? Ça va être un peu comme l'année dernière. On va faire des longues sorties pour s'entraîner et puis je pense que ça devrait y aller. Ça devrait être comme l'année dernière. En plus long. Oui, en plus long. En plus long. T'es vraiment un petit garçon très courageux et en plus tu as du cœur. D'ailleurs, tu as une très jolie petite gourde tous en cœur avec Arthur. Alors pourquoi? Parce que en fait, tu fais cette course au profit de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Pour quelle raison tu as choisi cette association? Avec ma classe, en heure de vie de classe, il y avait 5 associations et ma classe avait choisi celle-là et du coup on a pris Mécénat Chirurgie Cardiaque. Alors cette fois-ci, on peut d'ailleurs participer sur le site Mécénat Chirurgie Cardiaque. On peut participer à une collecte. Donc on donne d'ailleurs le site qui va s'afficher sur notre écran, c'est le cas. Et cette fois-ci, tu vas être accompagné de tes 2 parents, dis donc. Alors ton papa était déjà très très fier de toi, mais alors maintenant il y a ta maman, c'est ça qui va venir avec vous? Oui. Elle va nous suivre sur les étapes maintenant en voiture. Elle n'a pas réussi à se mettre au vélo. Tu l'as pas convaincue encore? Ça va venir, à mon avis. Ça va venir. Bon, écoute, Arthur, on te souhaite bonne chance pour cette nouvelle aventure. Puis je pense que tu reviendras nous voir encore dans un an pour nous raconter le nouveau défi que tu te seras fixé en 2019, peut-être. Peut-être. Qu'est-ce que ça vous inspire les uns les autres, un petit garçon comme ça de 13 ans qui se lance des défis incroyables pour son âge quand même? Je le trouve bien courageux, moi. Vous en seriez capable?
les uns les Combien de autres. kilomètres tu fais par jour? C'est à peu près 100 km par jour. Ça force le respect. Ouais. Hein, C'est franchement. généreux aussi. C'est bien d'avoir une passion, moi, je trouve. Ah, on sent le passionné là, mais on n'a pas tous la même, mais pour Arthur, c'est le vélo. Ça t'est venu tout petit d'ailleurs, vraiment? Non, ça m'est venu vers... j'ai commencé à faire du vélo à 9 ans. Et là, ça fait 3 ans que je suis en club et j'adore ça, quoi. Ça se sent. Ne change rien, Arthur. Garde ses yeux brillants et ta passion. Et puis, on te souhaite vraiment bonne chance pour ton départ en mode le 17 juillet de Dinan. D'accord? Merci. À bientôt, l'année prochaine alors. Hein, tu restes avec nous. On va se tourner maintenant vers un autre passionné. Voilà, on n'a que des passionnés ce matin sur le plateau, de toute façon. Alors, vous, Michael Gézégou, c'est les arbres de passion. Vous êtes l'auteur avec 2 autres passionnés, eux aussi, Yannick Morand et Guy Bernard, de cet ouvrage qui est magnifique, Arbres remarquables du Finistère, paru aux éditions Locus Solus. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, le Finistère ne disposait pas de publication sur le sujet, sur les arbres remarquables. Non, il y a un livre sur les arbres remarquables de Bretagne qui est paru en 2015, également dans les autres départements. Le conseil départemental du Morbihan en a édité un, le Côte d'Armor également. L'Ille-et-Vilaine, il y a une vieille publication, mais le Finistère, effectivement, il n'y avait rien du tout. Eh bien, l'erreur est réparée. On dit pourtant que le patrimoine arboricole du Finistère, c'est l'un des plus riches et des plus originaux de France. Pour quelle raison ? C'est extraordinaire, il y a des arbres tout à fait extraordinaires. Donc c'est un livre qui dresse, on a été voir près de 200 arbres remarquables et on en a retiré 80. On a dû faire une sélection et faire 80 portraits d'arbres remarquables, parmi lesquels des arbres extraordinaires. Je pense au châtaignier de Pont-l'Abbé, par exemple, qui a 1200 ans, qui on les aurait présentera 1200 tout à ans. l'heure. Voilà, Ouais. c'est absolument extraordinaire. Alors, écoutez, on va justement regarder en image un petit peu, on va faire une immersion au cœur de ces arbres. C'est un reportage de Claire Louet et de Stéphane Sauvillier qui vous ont rencontré. C'est une véritable sculpture végétale. Ce châtaignier majestueux de Pont-l'Abbé décrochera peut-être le titre de l'arbre de l'année au prochain concours national. Classé monument naturel en 1910, il est l'un des plus vieux de France et probablement d'Europe. Il aurait 1200 ans, il aurait pu être planté sous Charlemagne. Et parmi les anecdotes que l'on peut raconter sur cet arbre-là, c'est un incendie dans les années 1960. Un chasseur imprudent a mis le feu à des terriers au pied de l'arbre. Et l'arbre a complètement brûlé pendant plusieurs jours. Et on croyait que tout était fini, que l'arbre était mort, complètement incendié. Tel un phénix qui renaît de ses cendres, ce colosse végétal qui a repris de la vigueur est l'un des héros du livre écrit par ces 3 spécialistes. Auteur d'un inventaire des arbres remarquables du Finistère, il milite pour qu'un statut juridique leur soit attribué au même titre qu'un monument historique. Oui, l'idée c'est vraiment de faire évoluer et de donner un vrai statut et une vraie protection qui prenne en compte l'arbre en lui-même, son environnement, enfin que tout soit pris en compte pour le préserver. Ces arbres qui ont traversé les époques racontent quelque chose de nos sociétés, comme ces 2 ifs aussi vieux que la chapelle de Saint-Yvi. Arbres précieux, voire sacrés, ils sont liés à des légendes ou des rites. Il y avait des arbres à clous, donc on clouait un clou dans l'écorce de l'arbre, et donc on faisait le transfert de la maladie, des furoncles, voilà. Dernière étape au bord de l'Audet, au manoir de Kerdour à Plomelin. Ce cocotier du Chili, planté à la fin du 19e siècle, témoigne d'une mode de l'exotisme. Rare survivant de cette essence aujourd'hui disparue, il est classé arbre remarquable. Un arbre remarquable, c'est une émotion, je trouve. C'est une émotion, on vient au pied et je dirais le premier critère, c'est quand on fait waouh, quoi. Enfin, on est épaté, enfin on est pas épaté, c'est pas le mot, mais quand on est étonné, on a une réelle émotion au pied de cet arbre-là. Et là, je crois qu'au pied d'un palmier du Chili, de cette hauteur-là, de cet âge-là, on a une émotion. Fruit de 3 ans de collectage, ce livre se feuillette à l'ombre d'un arbre, mais les plus courageux y verront l'occasion d'une magnifique balade aux 4 coins du Finistère. Magnifique reportage. Alors, ces arbres racontent quelque chose de notre société. C'est ce que vous dites. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont des passeurs? En fait, un arbre remarquable, c'est avant tout on aurait pu imaginer qu'on trouve des arbres anciens au coin d'une forêt, cachés derrière une haie. Mais à chaque fois, le point commun de ces arbres-là, c'est qu'ils ont été transmis de génération en génération. Ils sont sur des lieux publics et ont été transmis. Donc on retrouve les ifs de cimetières, des chênes dans des hameaux agricoles ou dans des parcs de châteaux du XVIIIe ou XIXe siècle.
Donc ça veut dire qu'ils transmettent aussi une émotion, hein, ça vous le dites dans le reportage, ils sont source d'émotion et ça c'est très fort pour vous. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous touchez un arbre? On dit parfois il y a vraiment un contact, un feeling qui se fait. Et vous ressentez quoi quand vous touchez un arbre? Mais c'était le fil conducteur de ce livre-là finalement, c'est d'essayer de décrire l'émotion que l'on a. Les arbres sont source d'émotion. On regarde, on n'est pas insensible devant des arbres qui ont près de 500 ans ou plus de 1000 ans. Et ça a été le fil conducteur de cet ouvrage, de décrire l'émotion que l'on a auprès de ces arbres remarquables. C'est une approche originale hein, dans ce livre publié aux éditions Locus Solus. Et vous dites aussi que le mode de fonctionnement de l'arbre, c'est un modèle finalement à suivre pour les générations futures. C'est un modèle d'écologie, un arbre. C'est la résilience. La résilience, être capable de s'adapter et de reformer. Donc les arbres anciens ne sont plus des arbres avec la cime originelle et ont su s'adapter en reformant une nouvelle cime. Et donc ces arbres-là font preuve de résilience. C'est effectivement un modèle que l'on pourrait développer pour nous. Pour les générations futures. Alors vous avez aussi un propos militant, on l'a entendu dans le reportage également. Pour vous, ça devrait être reconnu comme le patrimoine bâti finalement, de la même façon. Moi, c'est avant tout l'objet de notre travail, c'est effectivement de reconnaître ce patrimoine au même titre qu'une chapelle, qu'un calvaire ou qu'un château. Ces arbres-là sont exceptionnels. Certains ont été plantés avant l'église originelle auprès duquel ils poussent. Et au début du XXe siècle, fin 19e, début 20e, les arbres ont été classés monuments naturels. Il y a eu tout un mouvement. L'État en a classé. Le châtaignier de Pont-l'Abbé est classé monument naturel. C'est un des rares arbres. Et puis petit à petit, ça a disparu, ce classement-là. Mais je pense que ce serait vraiment intéressant d'avoir ce regard, non pas sur le végétal, c'est des arbres extraordinaires, mais sur le côté patrimonial de ces arbres-là, qui sont qui transmettent, qui ont été vus par des générations d'hommes et de femmes, et qui nous transmettent une histoire. Alors, depuis tout le temps, hein, on s'intéresse aux arbres, déjà dès l'Antiquité, en fait, où vous me racontiez ça. Oui, c'est assez étonnant. Il y a près de 2000 ans, Pline l'Ancien, à Rome, a inventorié les arbres les plus remarquables de la ville de Rome. Donc, depuis tout temps, finalement, l'arbre est source d'émotion. On retrouve des peintures également de près de 14 000 ans dans les grottes où on met des arbres et des hommes. Donc, oui, l'arbre nous a toujours interpellés. Ouais. Et bien justement, on va être interpellés, hein, nous aussi, par ce livre Arbres remarquables du Finistère aux éditions Locus Solus. Alors, vous avez même mis à l'intérieur une carte avec justement les emplacements des arbres remarquables. Donc, c'est assez facile de s'en servir comme d'un petit guide, finalement, de partir en balade avec. Oui, c'est l'objet d'avoir... ces 80 portraits d'arbres et on a également l'emplacement des 200 arbres qui ont été visités. Oui. Comment vous les avez répertoriés? Parce que ça n'a pas dû être simple quand même. Alors, c'était un long travail. On a travaillé notamment avec Bretagne Vivante. Voilà, présent sur ce plateau. Avec Bruno Ferré qui a notamment... il y a eu un inventaire participatif au début des années 2000 sur les arbres remarquables de Bretagne. Et Bretagne Vivante a piloté la chose en Finistère. Également, des personnes, des particuliers sont intéressés à ça dans les années 80-90. Au début du XXe siècle, je le disais, les monuments historiques sont intéressés aux arbres les plus anciens. On protégeait les arbres via des arrêtés de classement. Donc on s'est intéressé, on a regardé si ces arbres étaient toujours là. Donc on a collecté via ça. Et puis surtout, beaucoup de rencontres, d'émotions entre des personnes, des hommes et des arbres finalement. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. On sent bien votre passion, mais c'est vrai que c'est une passion collective. Finalement, il y a un véritable engouement. Les livres sur les arbres, c'est un succès de librairie. Oui. Ça, vous n'allez pas démentir. Non, c'est sûr que oui. Beaucoup de... Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'on a besoin de retrouver nos racines. Je pense que c'est ça. À mon avis, c'est ça. Écoutez, c'est un très très bel ouvrage. On racontera un peu plus tard dans cette émission justement l'histoire particulière de certains d'entre eux. Mais je vois que ça fait beaucoup réagir Pascal Sacleux. Oui, moi, je suis fasciné par la botanique, par les arbres. Ouais. Et ce sont vraiment des présences, presque des personnes à part entière. On ne peut pas ne pas tenir compte d'un arbre quand on est à proximité. C'est mon cas, en tout cas. Je vois ça. Est-ce qu'il y a des arbres roux? Oui, en automne. À feuilles rousses. Oui. Il y en a. Vous, Jean-David, évidemment, Bretagne Vivante, est passionné forcément par ce domaine arboricole. Ah oui, la nature en général. Est-ce que arbres et papillons, c'est lié? Est-ce que les papillons se rapprochent plus des... Il y a quelques papillons qui vivent en forêt ou auprès des arbres, mais c'est une minorité. La plupart des papillons préfèrent des milieux plus ouverts, tout ce qui est prairies, landes. Donc des paysages beaucoup plus ensoleillés, plus dégagés et moins touffus.
Il y a trop d'ombre pour les papillons Ouais. près des arbres. Alors avec vous, Jean-David, on va parler justement de cet insecte qui bénéficie d'un capital sympathie. Franchement, le papillon, comment ne pas l'aimer, il est magnifique. Mais c'est un insecte dont la santé inquiète les scientifiques, dont vous êtes, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui, le constat est assez général en France. En Bretagne, on a sorti il y a un an un atlas des papillons de Bretagne et puis on a poursuivi l'analyse des résultats et on constate que bien sur les 89 espèces qui ont été observées en Bretagne, il y en a déjà 5 qui ont disparu et une vingtaine qui sont menacées actuellement. Donc on a fait une liste rouge des espèces menacées dans la région avec l'aide de la région Bretagne justement. Donc c'est comme les abeilles ? Est-ce que leur santé est aussi menacée que celle des abeilles ? C'est assez approchant, oui. On est un peu dans les mêmes causes d'ailleurs. Oui, malheureusement. Alors justement, les causes, est-ce qu'on peut les évoquer ? C'est un constat assez inquiétant. Alors pour les papillons, on constate qu'il y a des espèces plus particulièrement menacées, des espèces qui vivent dans les landes particulièrement, dans des landes rases, des landes fauchées, etc. Ce qui n'existe plus beaucoup parce que les landes autrefois étaient entretenues jusque dans les années 50-60. Donc nos paysages ont beaucoup changé et les landes sont beaucoup moins entretenues. Il y a aussi les prairies naturelles qui disparaissent. Donc des prairies qui étaient très riches en fleurs avant, qui étaient fauchées pour faire du foin au printemps, en ce moment, en juin ou juillet. Ça n'est plus beaucoup pratiqué également et c'est 2 causes majeures de disparition des papillons. Alors, il y a 3 espèces de papillons vraiment en grand danger. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles ? Il y a plus que 3, mais on va donner quelques exemples. Voilà, Donc, par exemple, l'azuré du genêt, qui est une espèce qui est très menacée dans tout l'ouest de la France, pas seulement en Bretagne, mais Normandie, Pays de Loire, c'est même encore pire là-bas. Et en Bretagne, on ne le trouve pratiquement plus que sur le Cap Sizun, Belle-Île, Groix et la presqu'île de Crozon. Et quelques petits endroits encore en Ille-et-Vilaine, mais presque plus. Donc, il a besoin de landes rases avec des bruyères, un peu d'ajoncs, mais pas trop. Et donc, si la lande n'est pas entretenue, au bout d'un moment, les ajoncs, les arbres vont étouffer les bruyères et il va disparaître. Il va disparaître aussi des fourmis qui sont nécessaires à sa vie. Car les papillons ont souvent besoin de plantes particulières pour se reproduire et se nourrir, mais aussi parfois, pour certaines espèces, de fourmis. C'est aussi le cas de l'azuré des mouillères, qui lui est très très exigeant. Il a besoin d'une plante qui vit dans des landes humides, une gentiane, une belle fleur bleue magnifique, sur laquelle il va pondre. Et il faut que cette gentiane soit à quelques mètres seulement d'une fourmilière dans laquelle la chenille va être élevée par des fourmis qui vont adopter cette chenille. Donc il a un mode de vie très très particulier. Et alors le gazé ? Alors le gazé, lui, il est moins menacé que les 2 précédents. L'azuré des mouillères, il n'y a plus que 4 endroits en Bretagne, donc on est vraiment au ras de l'extinction. Le gazé, lui, c'est une espèce qui était présente partout dans les prairies en Bretagne. Il pond sur des arbustes épineux comme le prunelier ou l'aubépine, donc il faut qu'il y ait des haies d'épineux autour des prairies, et des prairies très fleuries pour qu'ils puissent se nourrir. Encore au mois de juin, puisque c'est sa période de vol. Si les prairies sont coupées plus tôt, il n'y a plus de fleurs. Au mois de juin, il n'y a plus de gazé. S'il n'y a pas d'arbustes au bord de la prairie, d'arbustes épineux, il n'y a plus de haies, il n'y a plus de gazé. Et donc le gazé, il a disparu des 3/4 de la Bretagne maintenant. Il a déjà disparu d'Angleterre. Il est en diminution dans toute la moitié nord de la France. Donc on a bien là un exemple d'espèce qui est en train de diminuer fortement du fait de la modification de nos paysages et de nos pratiques. Et de nos activités, humaines. On ne peut pas dire le contraire, effectivement. Quel est le rôle des papillons dans notre écosystème ? Est-ce qu'ils ont un rôle précis ? Oui, comme tout le monde dans la nature, dans le système global, toute espèce joue un rôle. C'est aussi un patrimoine, c'est aussi une émotion. Quand on voit un papillon, moi je sais pas, mais quand on regarde un papillon de près, c'est extraordinaire. Quand on observe la vie des papillons, c'est un émerveillement. Mais c'est aussi des espèces qui jouent un rôle de pollinisateur. Bien souvent, en allant de fleur en fleur, bien sûr, ils contribuent assez largement à la pollinisation. Peut-être plus encore les papillons de nuit que les papillons de jour. Mais les papillons de nuit sont moins bien connus pour le moment et il y a beaucoup plus d'espèces encore que de papillons de jour. Ah oui ? Et est-ce qu'ils sont aussi menacés ? Vraisemblablement, mais on a moins de connaissances là-dessus, mais ça viendra. On étudie aussi la chose. Alors très concrètement, devant ce constat un peu alarmiste, on se demande tous évidemment que pouvons-nous faire au quotidien, nous, pour protéger ces papillons ? Est-ce que si on a un jardin, on a un rôle à jouer dans leur préservation ? Absolument.
On ne peut pas tout faire. Il y a des choses qui relèvent plus de l'action des collectivités, de conservatoires du littoral, des départements, des associations qui vont créer des réserves, essayer de les agrandir. On va justement essayer d'agrandir une réserve au bord du golfe du Morbihan pour protéger l'azuré des Mouillères et l'azuré du Genêt qui existent encore à cet endroit. Mais dans son jardin, on peut aussi, si vous laissez un coin de pelouse non tondu, si vous laissez fleurir des fleurs au printemps jusqu'à la fin du printemps, il faut se retenir de tondre et laisser monter les fleurs. Et puis semer des plantes à fleurs, des marguerites, des trèfles, des centaurées, des lotiers, des choses simples qui poussent dans la nature, parce que les espèces exotiques ne vont pas forcément convenir aux espèces indigènes. Vous pourrez peut-être voir le macaon, qui est un beau papillon, encore pas trop rare dans la région, venir butiner sur ces fleurs et peut-être pondre aussi si vous avez par exemple du fenouil, et vous verrez à ce moment-là la chenille aussi du macaon sur le fenouil. Évidemment, il ne faut pas tuer les chenilles. Ah oui. Si vous voulez voir des beaux papillons, il faut laisser les chenilles. Évidemment. Et puis éviter forcément les insecticides chimiques, et la les base, herbicides. c'est pas de désherbant, pas d'insecticides, bien sûr. Laissez faire la nature, quoi. Et voilà, laissez un peu plus la nature rentrer dans vos jardins. Ça sera déjà un grand succès. Ouais. Arthur, est-ce que tu aimes les papillons? Tu en vois souvent quand tu roules, du coup, j'imagine que Oui, j'en vois tu en souvent. vois pas mal. Oui, Toi, tu vas un peu vite, par contre, pour les voir. Du coup, il va falloir aller moins vite, c'est tout. Vous, Mickaël, qu'est-ce que vous pensez de ces papillons-là? Est-ce que c'est lié aux arbres? Je suis admiratif par le travail qui a été réalisé sur l'inventaire des papillons. Le livre est incroyable, avec des descriptions de centaines d'espèces, c'est formidable. Et moi, ce qui me parle, c'est le lien avec l'arbre. Alors, il n'y a peut-être pas beaucoup de papillons inféodés aux arbres, quoique dans la canopée, il y a probablement beaucoup de papillons. Il y a quelques-uns qui ne vivent que là-haut, donc qui sont moins faciles à observer et moins connus du grand public. Il faudrait installer un radeau des cimes. Notamment les grands mars changeants qui volent en ce moment, qui sont magnifiques. Les couleurs changent en fonction de l'éclairage. Ouais, s'ils changent un peu de position, l'aile paraît noire, brune, violette. C'est magnifique. Discours de passionné, en tout cas. Et vous avez le même combat, finalement, la reconnaissance de ce que vous défendez. Oui. Allez, vous restez avec nous. On retrouvera dans quelques instants Pascal Sacleux qui nous parlera du festival Red Love à Château-Giron. Et puis, nous vous ferons découvrir les randonnées avec des ânes en compagnie de Charlotte Clergeau qui nous rejoindra dans quelques instants. On va tout de suite retrouver Billy à la piscine. Cette fois-ci, il est dans l'eau et vous allez voir, ça va donner. Billy. Tout à fait, Laurence. Donc, nous sommes de retour ici à Dolibulle, à Dol de Bretagne. Et on a été rejoint par Jean-Baptiste, donc le directeur de la piscine. Et là, donc, on va se mettre dans une situation de noyade. Donc là, on fait alerte à Malibu sur le bord de l'eau. On est là en train de buller. Et quelqu'un est en train de se noyer derrière. Enfin, ça va venir. Oh, secours! Donc là, on voit bien la victime. Les bras en l'air, qui commence à être en position verticale. Donc, on va vers la victime. On l'attrape assez rapidement si possible. Donc, on vient la coller contre soi. D'accord. Là, joue contre joue. On prend bien les deux bras en dessous ses épaules. Là. Voilà, on passe bien les deux bras sous les siens, tout simplement. Et ensuite, on vient ramener la victime tranquillement. Si on a pied, on en profite. Si on n'a pas pied, on essaye de se débrouiller comme on peut. Mais si on sent que c'est trop difficile, ben voilà, après, il ne faut pas prendre de risques. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. On ne se met pas dans une situation à être encore plus en danger. Alors là, maintenant ça va être à mon tour. Donc je vous avoue que moi qui suis pas un super nageur, je peux paniquer un petit peu. Mais on va y aller. Alors. Donc voilà, on attrape la victime. Très bien, les deux bras dessous. Là, c'est ce qu'on disait. Vous voyez, là, je suis pratiquement en danger, mais ne vous inquiétez pas. Billy est en train de vous sauver. Alors, une fois qu'on est là, au bord de l'eau, comment faut faire, Vincent? Dis-nous. Donc là, la victime, alors je vais la récupérer pour montrer les vrais gestes. Ça marche. Donc, là on arrive. Donc le sauvetage, généralement, il arrive dos au mur. Ok. Donc première chose, on maintient toujours la tête pour éviter qu'elle vienne cogner sur le bord. On met une main devant. Ok. Voilà, tout simplement. On change de main, on pose la deuxième. Ensuite, voilà, on fait en sorte que la tête reste en arrière. Si la personne est inconsciente, bien sûr, si elle est consciente, on l'aide. Donc toujours la main sur les siennes pour éviter qu'il tombe. D'accord, ça marche. Donc là, très simple, on attrape ses mains. Ok. Un pied sur le bord, tout bête. Et là, on va faire des montées et des descentes. Donc
peu slipper. Pour donner de l'impulsion. Voilà, donc là des petits mouvements de va-et-vient pour nous aider. Et dès qu'on sent, on y va, on s'en va dessus. Ok, ça marche. Donc là, on a fait dans une situation où tu es tout seul. Voilà. Ok. Alors une fois qu'il est là comme ça, Donc on lui là, fait directement du massage cardiaque. on va éviter de le faire sur le dos quand même, Ah bah ce oui. serait dommage. Donc là, dégagement d'urgence, Hop là, pardon. la personne est inconsciente. Ok, Donc là, voilà, la personne n'est plus là, donc on l'avance, ça marche. on se met en sécurité, on essaye d'enlever les pieds de l'eau. Donc là, on va retourner la victime, tout simplement. Tac, on fait attention à la tête, on la retourne. Ok. Ok, tout simplement. Donc là, premier geste, conscience. Monsieur, si vous m'entendez, serrez-moi la main, ouvrez les yeux. Apparemment, il n'est pas réaction. conscient. Voilà, toujours la tête en arrière. On ouvre la bouche, on regarde s'il n'y a pas quelque chose, quoi que ce D'accord. soit. On met l'oreille pour essayer de sentir la ventilation. On regarde le ventre en même temps pour voir s'il bouge. D'accord. Rien. Toujours rien, ça dure à peu près 10 secondes pour être sûr. Deuxième chose, on prend le pouls. Pareil, 10 secondes. On tient, donc là on a accéléré. Et là on n'a rien. Donc généralement, première chose qu'on a envie de faire, massage cardiaque. quoi. Et ben non, mauvaise Ok. chose. Ce Donc qui est là, non. très important. Ça, c'est vraiment à retenir. C'est vraiment le plus important parce que là on est en milieu aquatique. Donc là la personne elle a inhalé de l'eau, D'accord. elle a bu de l'eau. Ok. Donc si on masse, bah, l'eau elle va aller où? Donc voilà, dans les poumons. Voilà, tout simplement. Tout à fait. Donc Donc, là- qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? 5 insufflations. Donc. Ok. On pince le nez, on ouvre la bouche et là on y va 5 fois, donc des belles insufflations. On regarde s'il y a une personne qui est avec nous, on peut regarder si le ventre il gonfle, voir si l'air passe bien. Ça y est. Et une fois que c'est le cas, là on commence son massage, on appelle les secours ensuite au fur et à mesure. Jean-Baptiste, vous pouvez vous réveiller parce que là, nous, on va retourner. Ça va? On Très vous a bien. sauvés. Donc des choses très importantes. J'espère qu'on vous a appris plein de choses dans cette matinée. On n'y va pas tout seul si on ne se sent pas capable de le faire. On ne fait surtout pas de massage cardiaque. On vérifie d'abord que la respiration soit bonne et on insuffle d'abord de l'air. S'il y a besoin de tout ça, on va avoir des conseils. On peut demander à venir ici en Il y a toujours piscine des sauveteurs, pour hein, apprendre tout ça. À retenir. Donc sauvons des vies cet été et on ne se met pas en danger. À bientôt tout le monde. Bye bye. Merci beaucoup, Billy, pour tous ces conseils bien pratiques et essentiels avant ces vacances. Pascal Sacleux, en début d'année, vous étiez déjà avec nous sur ce plateau pour évoquer le Tour de Bretagne que vous avez réalisé, au cours duquel vous avez photographié plus de 800 personnes aux cheveux roux. Oui. Vous êtes un peu devenu leur porte-parole quelque part aujourd'hui, c'est marrant. En l'histoire. quelque sorte, oui. Ouais. En Vous fait, attendiez ils à devraient ça tous être le porte-parole. Ouais. Ouais. Vous avez fait avancer leur cause en tout cas, Oui. on a ce sentiment-là. Oui. De quelle façon? Vous les avez J'étais surpris moi-même, en fait, Ouais. en rencontrant les gens, discutant avec eux, en publiant les photos sur les réseaux sociaux, enfin sur ma page de photographe. Et puis le bouche à oreille a fonctionné, les publications ont aidé aussi. Et- Vous avez publié un livre, hein, oui, oui, Être roux. il vient juste de sortir. Il vient juste de Oui, sortir. oui. Il est arrivé chez l'éditeur hier. Ouais. Être roux, c'est l'état des lieux de la condition des roux en France en 2018. Écrit en collaboration avec Élodie Roux-Guillaumard et Marie Savine-Collin, qui sont deux super rédactrices. Et on a fait un C'est travail génial d'avoir d'équipe. travaillé avec Élodie Roux, c'est quand même fort Oui, ça. oui, oui. C'est incroyable. Et elles sont rousses comme moi. Mhm. Et puis à tous les trois, et avec Jean-Marie Guater des éditions Guater, on a vraiment travaillé en équipe. Et c'est vraiment un bébé qui vient d'arriver. Alors justement, hein, c'est un livre qui est soumis à la souscription sur la plateforme de financement participatif bretonne Kengo. Oui. Qu'est-ce que vous lancez comme appel? Dites-nous. Oh, c'est un appel multiple en fait. Ouais. C'est un appel qui cherche à sensibiliser les gens sur la condition des roux. Donc on propose le livre, mais on propose aussi des associations avec la billetterie du festival. Tout est lié, encore une fois. Alors justement, on va parler de ce Oui, festival, oui, hein, oui, bien forcément. Il aura lieu le 25 août prochain à Château-Giron, au sud-est de Rennes. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Dites-nous. Mettez-nous un peu l'eau à la bouche, là. Le fil rouge, c'est que les gens vont se rencontrer. Donc c'est comme à chaque fois que j'ai provoqué des prises de vue collectives, le petit moment magique, c'est que les personnes rousses qui sont plutôt disséminées sur la carte vont se retrouver avec une très forte densité au même endroit, au même moment. Donc c'est d'abord un moment de rencontre, un moment
conviviale, amicale, familiale aussi, qu'on va habiller de concerts. Il y aura des concerts toute la journée, des choses de qualité, et puis de la nourriture, parce que forcément, ça me touche aussi. C'est essentiel dans le un roux festival mange de aussi, bien donc manger. Donc ce sera donc le 25 août prochain à Château-Giron. Oui. Alors par rapport à cette souscription, vous avez déjà récolté 2 243 €, oui. Sur un total de 2 760 demandés. Oui, c'est ça. Ouais. Vous êtes presque arrivé au bout. On est presque arrivé au bout. Bon, alors donc il ne manque pas grand-chose. Donc ça va être facile d'aider Pascal Sacleux, je vous le dis. Vous, téléspectateurs, n'hésitez pas à participer à cette souscription sur la plateforme Kengo. Est-ce que les cheveux blonds, bruns ou poivre et sel sont les bienvenus aussi? Même les châtains, oui, tout le monde. Châtains. Oui, tout le monde. On a l'esprit ouvert. Non, c'est un rassemblement qui se veut fédérateur. C'est pas, on va pas ghettoiser l'affaire et enfermer des roues dans un champ, pas du tout. Non, c'est vraiment quelque chose. Et Red Love, donc le nom du festival, c'est l'amour des roues pour les autres et des autres pour les roues. D'ailleurs, dans les artistes qui vont se produire, tous ne sont pas roux. Et, il y aura Axel Red ou pas? Non, par contre, les roues seront des vrais roux. Ah, d'accord. Bon, vous nous rassurez alors. C'est le premier festival du genre en France, oui. Mais aux Pays-Bas, par exemple, il en existe un depuis plusieurs années. Aux Pays-Bas, c'est même le plus grand rassemblement d'Europe qui a lieu à Breda. Cela dit, cette année, il n'aura pas lieu. Exceptionnellement, il n'aura pas lieu. Mais il y en a en Angleterre, en Écosse, en Irlande, bien entendu. Il y en a aussi au Canada, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et même au Brésil. Mais en France, jamais. Ben voilà, heureusement que vous êtes arrivé pour le créer et on souhaite qu'il y ait beaucoup de monde, mais à n'en pas douter parce que c'est incroyable. Quand on parle de votre travail autour de nous, forcément, on a toujours quelqu'un qui dit « Ah mais moi ça m'intéresse de me faire photographier en tant que roux ». Je continue toujours de photographier des gens alors que le livre est fini. Et puis il faut maintenant que je commence à préparer des visites dans d'autres villes, dans d'autres régions où tout le monde me demande de venir, donc je vais le faire. Qu'est-ce qui vous reste comme région à... Toutes les autres, à part la Bretagne, toutes les autres. Et c'est parce que vous avez été victime de discrimination que vous êtes aussi militant et combatif? Non, absolument pas, mais c'est paradoxalement, non, moi je n'ai pas du tout souffert de mon état comme... bon, j'en avais déjà parlé, moi j'ai grandi en région parisienne et en région parisienne on se moque vraiment de ce à quoi vous ressemblez ou alors ponctuellement on va vous interpeller là-dessus mais on ne va pas vous harceler. C'est surtout quand j'ai commencé à rencontrer des personnes rousses en Bretagne que j'ai été vraiment secoué, enfin ému des témoignages des gens qui se laissaient aller parce que bien sûr j'étais roux donc les gens se laissaient aller à des confidences et j'ai trouvé ça vraiment injuste et puis surtout ça s'est répété de personne en personne, quels que soient les âges, le sexe, le milieu socio-professionnel, les gens ont subi des moqueries, des harcèlements et des choses comme ça. Alors heureusement tous les roux n'ont pas subi de moqueries, on est quelques-uns comme ça à avoir été épargnés, mais la plupart des gens ont vraiment souffert de leur état, sans raison apparente. Enfin. Eh bien, heureusement que vous êtes là, voilà, pour les représenter et montrer à quel point la rousseur est jolie. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le rendez-vous est donc donné le 25 août à Château-Giron, en Ille-et-Vilaine, c'est au sud-est de Rennes. Et puis on rappelle donc la sortie du livre Être roux, regard croisé sur une singularité, sortie aux éditions Goater. Et puis pour participer à la souscription, c'est le site kengo.bzh. Voilà, là on a tout dit, je pense qu'on est bien. On va parler maintenant des arbres sacrés, Michael. Forcément, là vous êtes également intéressé. C'est un reportage que je vous propose de commenter tout à l'heure de Sylvaine Saliou et Thierry Bouilly. L'arbre est couché. Il pourrit tranquillement depuis sa chute. Il a été contaminé par un champignon et Saint-Élo, le saint protecteur de la commune, n'a pas pu le sauver. Depuis, personne n'a voulu l'abattre. Le chêne mort reste sacré. Il est vénéré comme avant lors de la Troménie, le pardon de Landelot. Le jour de la Troménie, chacun prend un petit morceau d'écorce qu'il essaye de couper correctement, un petit morceau comme ça, à la rigueur. Pas plus grand, parce que autrement, il n'y en aurait pas pour tout le monde, depuis le temps. Un petit morceau comme ça, qu'il garde chez lui, ou enfin, comme il veut, et c'est le vrai porte-bonheur. La Troménie est une procession circulaire de 14 km, 3 tours dans le sens du soleil. On sort les reliques, les bannières. À Landelot, elle a lieu le dimanche de la Pentecôte. 200 personnes y participent encore chaque année. La tradition et les croyances se transmettent de génération en génération. J'ai entendu, c'est ma mère qui parlait de ça aussi, elle me disait qu'à la guerre de 14, quand les gars ont été mobilisés, sont partis à la guerre de 14, il y en a beaucoup qui sont venus ici et qui ont pris un morceau d'écorce. Ça m'a énormément touchée quand quelqu'un a pris un bout d'écorce pour ma fille, pour passer son bac. Là, j'ai compris le sens, en fait.
Parce que je ne suis pas superstitieuse, mais je suis sensible, comme beaucoup de gens, à l'attention que les uns ont pour les autres, en fait. C'est un signe de solidarité communautaire. La légende raconte que Saint-Élo, poursuivi par des chiens, s'était réfugié dans cet arbre ou dans un autre. Qu'importe. Aujourd'hui, le chêne protégerait de tous les maux. Vous allez en faire quoi de celui-là? Je vais le garder, à moins que je vous l'offre. Si vous le voulez. On n'a pas refusé, on a pris l'écorce et on espère qu'elle nous portera bonheur. Je crois qu'elle a porté bonheur à Sylvaine. Qu'est-ce que ça vous inspire, un reportage comme celui-ci, Michael Gézégou? C'est un beau reportage, je trouve. Ouais. C'est un très beau reportage. Ben, ça fait partie, c'est peut-être une particularité en Bretagne, mais c'est tout ce patrimoine culturel, on va dire, immatériel, c'est-à-dire transmis de génération en génération. Et ça, c'est un arbre du Finistère. On le retrouve sur différents arbres, notamment sur une anecdote sur ce chêne-là. Vous avez donc à la vallée des Saints, vous savez, le site avec les statues. Donc il y a la statue de Saint-Élo. On retrouve la statue de Saint-Élo. Et devinez ce que l'on trouve au pied de la statue de Saint-Élo. Des morceaux d'écorce. Des morceaux d'écorce. C'est formidable. Hein. Oui. Et ça dure depuis plusieurs centaines d'années. Ce culte autour de cet arbre-là, c'est assez formidable. Et d'ailleurs, le culte évolue légèrement, puisque maintenant, on retrouve sur un chêne, il a été le culte, on le retrouve sur un autre chêne maintenant, qui est à proximité de l'ancien. Et on retrouve notamment des clous dans ce chêne qui sont plantés. Donc on met les clous sur une blessure ou une maladie et on vient le clouer sur l'arbre qui va nous apporter la guérison. On va retrouver d'autres arbres sacrés comme ça, ou d'autres patrimoines, on va dire, d'autres cultes. L'arbre des morts à Plougastel-Daoulas en novembre. À Locronan également, un autre culte lié à l'arbre de mai qu'on coupe dans une forêt, qu'on vient mettre au cœur de la place de Locronan et qu'on brûle ensuite au mois de juillet. Donc c'est formidable. Enfin, je veux dire, ces cultes-là sont des cultes qui remontent à des traditions celtes. C'est peut-être plus de 2000 ans que ça existe et ça perdure à travers les générations. Ouais, c'est fabuleux. Alors un peu plus jeune, il y a 1200 ans, c'est l'âge de l'arbre, enfin plus jeune, tout est relatif, mais c'est l'âge du châtaignier de Pont-l'Abbé. Alors vous aviez envie de nous raconter cette belle histoire. Racontez-nous un petit peu. Alors 1200 ans, c'est quand même incroyable, c'est impressionnant quand même. 1200 c'est impressionnant, oui. C'est un des arbres les plus anciens de France. 1200 ans, donc il a été classé en 1910 monument naturel par arrêté ministériel par le ministre des Beaux-Arts de l'époque. J'ai raconté tout à l'heure dans le reportage, on le voit qu'il a brûlé suite à un incendie d'un chasseur imprudent qui a mis le feu au terrier à son pied et il a brûlé pendant plusieurs jours, semble-t-il. Malgré tout, il est tel un phénix, il est rené de ses cendres, c'est formidable. Ça montre la résilience des arbres, c'est absolument formidable. Il a été classé parmi les arbres remarquables de France, qui est un label par une association nationale qui s'appelle Arbre. Et le scoop qu'on a découvert il y a 2 semaines, c'est que la jeune fille, la fille de la propriétaire de l'arbre, qui a 16 ans, qui est amoureux de son arbre, c'est peut-être propriétaire de l'arbre. Oui, parce que l'arbre il est sur un terrain privé, tout à fait. Voilà. Et donc la fille qui a 16 ans, qui est amoureuse de son arbre, a déposé a mis l'arbre, donc a déposé une inscription au concours de l'arbre de l'année organisé par Terre Sauvage, l'ONF et l'association Arbre. Et l'arbre a été sélectionné et donc il va représenter la Bretagne à partir de septembre. C'est un concours où les internautes peuvent voter. Donc une idée reportage éventuellement auprès de cette jeune fille. Et puis surtout une idée pour nos téléspectateurs pour aller voter. Oui. Et les arbres bretons ont souvent gagné. Les Bretons aiment les arbres, je pense. Et à Fouesnant, l'arbre girafe, ou à Bégard, le chêne sur le pigeonnier, ont été élus arbres de l'année en France grâce à ce concours. Voilà, une belle histoire. Alors il y a également l'if de Plourin-les-Morlaix qui a 800 ans, qui est un de vos chouchous également, on le voit ici. Alors lui, quelle est son histoire ? Alors les ifs sont par définition des arbres sacrés. C'est dans toutes les régions celtes, de l'Irlande à la Galice, on retrouve des ifs dans les cimetières. Ça représente donc l'arbre des morts, l'arbre du souvenir. On le plante au cœur des cimetières. Ensuite, ça représente également l'arbre de vie. Il paraît éternel, ne jamais bouger, tel un monument. Celui-là est particulièrement formidable, cet if, parce qu'il a 800 ans. Il serait plus ancien que l'église. Donc vous imaginez, c'est peut-être le monument le plus important dans le lieu, quoi.
Et puis on va terminer avec l'arbre de la liberté qu'on voit là. C'est à Locquenollet. Alors il a été planté quand cet arbre ? Eh bien, il a été planté lors de la Révolution française, après la Révolution française. Près de 60 000 arbres en France ont été plantés lors de la Révolution, enfin quelques années après, pour symboliser justement ce changement. Et de ces arbres-là, de ces 60 000 arbres, beaucoup ont été abattus lors de la Restauration. C'était un symbole politique fort. Et cet arbre-là, il a été conservé. Et donc il a été conservé et ça fait partie d'un monument naturel finalement qui symbolise cet événement de la Révolution. Incroyable toutes ces histoires, c'est fou. C'est formidable. Des arbres abattus quand même, comme symbole de quelque chose de très fort pour qu'ils soient abattus à ce point-là. Et même certains arbres ont été abattus lors de la Révolution par des royalistes. Et ces royalistes ont eu la tête guillotinée pour avoir coupé des arbres de la liberté à l'époque. Donc on ne rigolait pas avec les arbres de la liberté. On ne rigole pas du tout avec les arbres. Merci beaucoup Michaël Gézégou pour toutes ces histoires absolument passionnantes. Charlotte, vous avez un arbre préféré, vous, ou une histoire avec un arbre, peut-être ? Je n'ai pas d'histoire avec un arbre. Par contre, vous avez des belles histoires avec les ânes. Ça, c'est autre chose. C'est votre passion. Vous avez un troupeau de 9 ânes avec lesquels vous proposez des randonnées et vous intervenez aussi auprès des personnes handicapées. D'où vous vient cette passion pour cet animal ? Au départ, la passion était plutôt pour le cheval, puisque j'étais cavalière depuis toute petite. Et il y a quelques années, j'ai voulu partir en voyage, un voyage que je voulais faire depuis longtemps. Et je ne voulais pas partir à cheval et je ne voulais pas partir avec mon sac à dos. Alors, je voulais pas porter le sac. Donc je me suis dit, l'âne, finalement, c'est un bon compromis. Donc j'ai cherché un âne pour partir en voyage. Je suis tombée sur Corrigan. Et ça a été très compliqué pendant 2 ans. Et voilà, en fait, je pense que cette passion, elle est née un petit peu de là. En fait, j'ai découvert l'âne, en fait. Alors, l'âne, on dit qu'il est têtu, qu'il a un caractère bien trempé. Est-ce que c'est vrai ? C'est peut-être pour ça qu'il vous a plu comme ça ? Alors, en fait, c'est ce que j'explique toujours aux gens qui partent en rando, qui disent « Ah, mais il n'est pas trop têtu ». En fait, un âne, c'est pas têtu, c'est intelligent, c'est assez sensible, c'est fin psychologue, et ils savent très vite à qui ils ont affaire. Donc, on dit toujours, les amis disent toujours, un âne, c'est un caractère d'enfant. C'est comme un enfant de 4-5 ans. Donc, en général, quand je dis ça aux gens qui partent en rando, ils disent « Ah oui, je vois ». C'est ça. Donc, on voit bien. Ils testent beaucoup de différentes manières. Et si on n'est pas ferme dès le départ, la rando peut vite être une galère. Vous vendez bien vos randos, ça a l'air sympa. Non, c'est en fait du coup, arrive au bout ou pas je donne vraiment aussi tous les codes avant de partir. Je laisse pas les gens partir comme ça dans la nature avec. Et puis les ânes qui partent en rando sont des ânes qui sont éduqués. C'est ça aussi. Souvent l'âne il a une mauvaise image parce que c'est l'animal qui est au bout du champ, qu'on vient pas voir ou vite fait. C'est du coup qui est pas éduqué, qui a pas l'habitude. Enfin voilà, donc c'est complètement différent en fait. C'est aussi de ça que vient la mauvaise réputation de l'âne. Mais bon, vous êtes là justement pour couper court à tout ça. Vous êtes installé à Guinrouette, en Loire-Atlantique, juste en dessous de Redon, c'est à la limite avec l'Ille-et-Vilaine. Alors, vous proposez des randonnées à dos d'âne, en particulier le long du canal de Nantes à Brest. Pourquoi ce type de promenade ? Je précise toujours, alors à dos d'âne, en fait, les jeunes enfants peuvent monter sur l'âne, mais on monte pas sur l'âne, l'âne n'est pas un cheval, en fait. C'est pas un animal sur lequel on va mettre une selle, même si ça peut se faire. Mais c'est un animal de portage, donc il est fait pour porter des charges, des bagages, voilà. Et effectivement, vu que les randos que je propose, elles peuvent faire plusieurs kilomètres, et pour les jeunes enfants, c'est aussi une manière de partir avec ses enfants en rando, sans le porter sur le dos ou sans avoir l'enfant qui grogne ou qui peut pas faire, voilà. Donc le long du canal de Nantes à Brest, c'est parce que je suis là et que j'essaye de. C'est propice à la balade. C'est des très beaux endroits en fait, très calmes et apaisants et du coup. Ça se prête bien à la rando. À la rando en famille, pour ces vacances, ce sont des idées un peu originales. Vous proposez en plus des circuits adaptés selon la condition physique également, parce que ça va de plusieurs heures, de quelques heures à plusieurs jours en fait. C'est ça. Donc le minimum, on va dire, c'est une demi-journée, quelques kilomètres, et les gens peuvent partir aussi à la journée avec le pique-nique que porte l'âne. Sur des circuits que je propose, alors c'est pareil, les gens ne partent pas, il y a une carte, tout est bien expliqué, on passe vraiment souvent 1 heure ensemble à préparer l'âne, à aller le chercher au pré, à le brosser, à le bâter. Enfin voilà, il y a aussi la prise de contact avec l'animal, elle est très importante, quoi. C'est pas vous partez avec votre âne comme ça. Donc c'est important et. Est-ce que c'est un rythme plus paisible qu'avec un cheval ?
C'est complètement différent. Voilà, et quelle est la différence? La différence, déjà, c'est qu'on n'est pas sur le dos de l'animal. Donc, par rapport aux gens qu'on rencontre, il y a un contact complètement différent. Quand on est sur le dos d'un cheval, les gens parfois sont impressionnés, peuvent avoir peur. Il y a un peu une côté dominance aussi avec le cheval. L'âne, on est à côté de lui. C'est un animal, c'est marrant, mais les gens me disent souvent j'ai toujours aimé les ânes, je suis attirée par les ânes. Alors que certaines personnes me disent j'ai peur des chevaux, je ne suis pas à l'aise avec ces animaux-là. Mais c'est juste un caractère complètement différent. Les ânes, c'est des animaux calmes. Je dis aussi souvent aux gens que si un âne il a peur ou quoi, il ne va pas partir au grand galop sur des kilomètres, il va s'arrêter très vite et il est très proche de l'homme. Donc quand on part en rando, on est son référent, on est son compagnon de route, quoi. C'est ça, c'est l'âne qui nous accompagne. Oui, ouais. Alors, à côté des randonnées, vous pratiquez aussi l'asinoméditation. Expliquez-nous ce que c'est. Alors, asinomédiation. Médiation, pardon. Oui. Tout simplement, c'est... je sais jamais trop comment expliquer parce que concrètement, des fois, on voit pas trop ce qui se passe. Mais en fait, je reçois des groupes de personnes handicapées. Donc, ça peut être des enfants, des adultes et puis toutes sortes de handicaps. Mais ça peut être aussi tout simplement des scolaires, voilà. Et on fait un travail autour de l'âne, mais c'est pareil, c'est pas vraiment un travail. On est au contact des animaux, on va les brosser, on va passer du temps avec eux, on va partir en balade, en charrette, à pied, voilà. On va faire aussi des petits jeux de motricité. Et en fait, il se passe des trucs. Souvent, des personnes handicapées, par exemple, qui sont assez renfermées, vont s'ouvrir au contact de l'animal. Ou des gens qui sont très énervés vont s'apaiser aussi. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut pas expliquer en fait. C'est un animal apaisant qui est aussi, qui à la fois est très, il est très tolérant, mais il y a des choses qu'il laisse pas passer en fait. Il va mettre ses propres limites tout seul, et c'est des choses que nous humains, on n'arrive pas. C'est plus difficile pour nous de le faire, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Charlotte, d'être venue jusqu'à nous sur ce plateau ce matin. Donc, on retrouve toutes vos randos sur votre site internet, Ozane, etc. Joli nom d'ailleurs au passage. Et puis, vous êtes affiliée aussi à la Fédération nationale Âne et Randonnée, qui permet de trouver des professionnels comme vous près de chez soi. On donne donc le site internet également si vous êtes dans d'autres coins du Grand Ouest ou de France. Voilà. Eh bien, écoutez, merci infiniment à tous d'avoir été à nos côtés. Ça vous tenterait une petite rando avec un âne? Oui. Ah bah voilà, Pascal, vous avez déjà... Vous avez déjà un prochain visiteur. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Ce sera la dernière de la saison demain et on vous réserve quelques belles surprises. Ne manquez pas cette émission spéciale. Vous retrouverez réunis une grande partie des chroniqueurs de votre matinale 9h50 le matin. Allez, je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas les arbres, les papillons, les ânes, les roues. Voilà, on est bien. Que de passionnés.